Bonjour Luc Bartassa. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Votre emploi du temps, c'est lequel aujourd'hui, après la fin des mandats au Conseil d'État, Conseil national, vous faites quoi aujourd'hui? Ce matin, j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui sortait de prison puis qui avait besoin de petits conseils. Je fais ça toute la journée. Je donne des conseils à droite à gauche. J'ai eu, l'autre jour, j'ai été manger avec un adolescent qui avait quelques problèmes avec ses parents. Des associations, des fondations. Hier soir, j'étais dans le cadre des 50 ans de foyer handicap. Donc j'occupe un peu mes journées en dehors de mes projets personnels à donner un petit peu des coups de main, des conseils, des choses comme ça. Ce soir, je suis à l'ambassade du Vietnam. Monsieur l'ambassadeur m'a invité aussi à une manifestation. Il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup d'associations, souvent des petites qui n'ont pas de moyens, qui ont besoin de temps en temps qu'on leur ouvre une petite porte, qu'on leur donne un bon conseil. Et je trouve ça sympathique. En même temps, j'essaie de faire avancer mes projets. J'ai un projet qui est dans ma ferme, qui concerne la promotion des produits du terroir. Et puis, je suis toujours en recherche de locaux sur Genève pour avoir un endroit convivial pour les 30, 40, 50 ans. Il n'y a plus le MAD, il n'y a plus la CIP, il n'y a plus grand-chose à Genève pour cette tranche d'âge. Et je pense qu'il y a aussi des choses à faire. Puis garder, je dirais, le lien avec tout ce qui se passe à Genève, bien entendu. On va revenir sur les projets dans un instant. On va jeter un œil à la carte si vous voulez bien. Bonjour. 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 Voici la carte du restaurant. Vous êtes au Coca, vous? Mon petit coca produit du terroir, oui. JRTA. Moi, je vais prendre une eau plate quand même à côté, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? J'hésite. Tartare de bœuf, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. J'en mange de moins en moins d'ailleurs, mais de Ouais. temps en temps, un bon petit tartare, c'est vrai que c'est sympa. Comment ça se fait que vous mangez de moins en moins de viande? Mais je sais pas, non, bon, c'est pas par conviction écolo et autres, mais ça fait déjà quelques années que je mange beaucoup moins de viande. Je suis plutôt quelqu'un qui est poisson. J'adore tout ce qui est légumes. Et puis on en a des excellents à Genève, des poissons aussi, quand le lac veut bien nous en donner. Voilà, je préfère manger peu de viande, mais peut-être de la meilleure qualité. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on faisait les bouillies, on faisait les ragoûts, hein. Ma grand-mère, ma mère, ils faisaient mijoter ça pendant des heures, des rôtis. Et c'est vrai que c'est un petit peu passé de mode, parce que ça prend beaucoup de temps. Puis maintenant, c'est un peu le fast-food, même dans la vie de tous les jours, pour ceux qui vont pas forcément au McDonald's ou ailleurs. Et bon, l'été, un peu les grillades, mais même cette année, j'étais plutôt poisson-légumes, quoi. Je sais pas, c'est une manière peut-être de mieux digérer, puis de moins prendre 2 kilos aussi. Mais là, aujourd'hui, un petit tartare, ça me tente très bien. Mais oui, vous avez raison. Vous êtes un homme des fourneaux, vous? Vous cuisinez? Non, franchement, non. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de cuisine. Je me prépare de temps en temps des... Vous avez votre choix du coup? Ben oui. Allez-y. Non, moi, je vais prendre un tartare de bœuf classique avec une petite salade en entrée. C'est possible d'avoir un peu de légumes avec aussi? Bien sûr. Merci. Je vais faire la petite salade aussi en entrée et terrine de campagne en plat, s'il vous plaît. À l'absinthe, parfait. Non, moi, je suis pas tellement cuisine et fourneau, quoi. Je suis plutôt... j'aime bien me faire des salades et surtout faire la sauce moi-même. Ah. Parce que ça, c'est... La fameuse sauce Bartassa. Ouais, c'est vrai. Le journal de la Migros, on avait parlé une fois. Non, c'est vrai. Sinon, je suis pas tellement cuisine. Mais j'ai mon fils qui aime bien cuisiner, donc Ouais. quand on se fait des soirées... Donc c'est pas vous qui lui avez appris pour le coup? Non, il aime bien, quoi. Il aime bien. Et puis, je pense qu'il a dû apprendre ça un peu avec sa mère, sa grand-mère, mais... C'est bien, il a bien été élevé ce petit alors, s'il Ouais, vous il a fait bien manger. été élevé. Ouais. Non, on a de la chance d'avoir des gamins fantastiques. On a toujours tendance à valoriser un peu les nôtres, mais vraiment, on a de la chance. On a une bonne ambiance en famille, donc tout se passe bien. Pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon. Bon, vous n'êtes pas au fourneau, mais j'imagine que la table, c'est votre domaine. C'est hyper important, quoi. Le matin, c'est un fruit, quoi. C'est un fruit, de temps en temps une ovomaltine. Ça reste depuis tout gamin. Et puis à midi, c'est souvent des rendez-vous, soit, alors, comme je disais avant, avec des associations et autres, soit, alors, par exemple, le mercredi, on est tous les mercredis, on est à midi au Café du Pressoir, parce qu'on a une équipe de copains, des anciens DSI, de la politique, du milieu moto, on est toujours au 5-6 à se voir. Puis je dirais que quelque part, je suis assez bon client, quoi. J'ai pas besoin d'aller à Châteauvieux plusieurs fois par année. J'apprécie beaucoup quand j'ai l'occasion d'y aller. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment de bons restaurants à Genève. Je trouve que de plus en plus, en tout cas dans ce qui est légumes et autres, il y a beaucoup de gens qui font l'effort de ces produits du terroir, parce qu'il y a aussi une demande des clients, et les clients doivent continuer à demander un petit peu d'où viennent les produits. Je crois qu'on est prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir ce qu'il faut dans l'assiette, quoi. Alors, eau, coca, pas de vin à table? Non, le coca, c'est plutôt
mon petit café à moi ou ma petite bière. Je bois jamais de café, je bois jamais de bière. Et j'avoue que souvent, à l'apéro en fin de journée, j'aime bien me boire un petit coca ou en fin de soirée. Ah oui. Ce petit côté un peu, non pas cocaïne, mais caféine qu'il y a dans le coca. Et c'est compatible de boire du coca et de défendre une agriculture raisonnée, raisonnable et locale? On n'en est pas à boire des litres par jour non plus, mais moi je bois l'eau du robinet la plupart du temps. Tout ce qui est vin, je consomme des vins là où je suis. Si je suis à Genève, je bois du genevois. Si je suis en Valais, je bois du valaisan. Ça va être tentant un petit coca. Après, il ne faut pas non plus être sectaire puis s'interdire tout partout. Hein. Puis de temps en temps, je ne m'empêche pas, de temps en temps, on s'ouvre une bonne bouteille de Bordeaux de Bourgogne à la maison un dimanche soir, ça peut arriver. Mais on ferme les volets quand on le fait, quoi. C'est pour ça que les volets sont souvent fermés. Ah, moi, je vous voyais démarrer le repas sur un verre de vin, quoi. À midi, généralement, je ne bois pas d'alcool. C'est les restes de vos fonctions d'élu? Non, mais moi, j'évitais de boire de l'alcool, même quand j'étais au Conseil d'État. C'est quelque chose qui m'a tendance un peu à m'assommer. Si on boit alors du rouge, moi, ça me donne envie d'aller faire l'assiette. Puis comme on n'en avait pas le temps, puis pas l'occasion, on éliminait un peu l'alcool. Et puis surtout, c'est qu'on est souvent sollicité par des... Il y a toujours un petit apéro avant, après, une séance, un déplacement. Un verre d'alcool, c'est quand même 80-90 calories. Donc si vous commencez à en boire 3 ou 4, 5 ou 6 par jour, ça fait 2 à l'apéro, 2 le repas, puis 2 le soir. Là, vous enfilez une bouteille par jour. Donc il y a un moment, quand même faire un petit peu attention. Donc la semaine, c'était un peu sans alcool. Puis le week-end, on se fait un petit peu plus plaisir. Dans les kermesses, il y a toujours l'été, les fameux des rosés genevois qui sont excellents. L'apéro, moi j'aime bien continuer à boire mon verre de chasse, là j'adore. Il y a tellement de blanc, magnifique aussi. Et le but, c'est ce que j'essaie d'expliquer, en tout cas à l'époque à mes enfants, c'était de déguster, quoi. J'avais une fois pris ma fille à la fête des vendanges qui se baladait avec une bouteille de rosé à la main, puis se la passait entre copains, puis buvait au goulot. C'est sacrilège, quoi. Et c'est ça, je crois qu'il faut expliquer qu'on a meilleur temps de s'asseoir, de verser un verre, et puis de déguster, de commenter tout ça. C'est sympa, quoi, en même temps. C'est un peu de modération, ça fait pas de mal. Et puis surtout qu'on a énormément de jeunes, viticulteurs et surtout aussi viticultrices, je crois qu'il faut le dire, qui ont amené un petit peu un renouveau au niveau des goûts. Il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées, qui ont repris des caveaux familiaux. Et à Genève, on a vraiment des produits exceptionnels. Et avant, on avait un peu nos viticulteurs chez qui on allait chercher notre blanc, notre rose et notre rouge. Et depuis quelques années, on voit beaucoup les gens qui tournent. Ils vont aller chercher le chasselas chez Hutin, Rosé chez Duprat, la ligotée au Grangier à Bardonnay. Voilà. Les gens bougent, changent, ils veulent goûter, ils veulent voir, ils veulent voir le tracteur, ils veulent rentrer dans la grange. Et je crois qu'au niveau politique, on doit aussi changer nos lois, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal, pour nous permettre, et je le dis parce que je suis en plein là-dedans d'un projet, nous permettre d'avoir ces revenus annexes. Il faut qu'aujourd'hui, on laisse les gens s'organiser, déjà pour éliminer les intermédiaires qui coûtent cher, puis pouvoir faire de la vente directe. Merci beaucoup. Avoir du vin avec le plat? Un petit verre quand même. Ah, je fais comme vous. Alors, on prend quoi du rouge, du rosé? Ouais, du rouge, très bien. Du rouge. Le rouge, on a un petit gamaret de Stéphane Duprat. Impeccable. Mais bon. On prend quoi? 3? C'est vous qui dites. Ça c'est enregistré. Alors 3, mais vous versez 5. Parfait. Allons-y. Merci bien. Exceptionnellement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez repris le sillon agricole familial? Ouais, mais moi j'ai toujours été là-dedans. Je vois mon fils, depuis tout petit, conduire les tracteurs, même quand il n'avait pas l'âge de le faire, sur le site. Ben, le gamin avançait les chars, mon père était sur le claque, moi on aidait le chauffeur, donc on a toujours vécu dans ces ambiances-là, depuis toujours. Gamin, on avait, je sais pas comment on avait une douzaine de chevaux, on avait 5-6 cochons, 100 lapins, 900 poules, le potager, les petits fruits, l'agriculture, les patates. On n'était pas mécanisés comme aujourd'hui, on cisaillait la vigne avec des cisailles à main. Quoi. On a toujours été là-dedans, puis on bossait. Quoi. On allait à la messe le dimanche, on allait nettoyer 2 chevaux avant la messe, on en nettoyait 2 en rentrant de la messe. Puis le soir à 5 h, on devait encore y ramasser les œufs, puis nourrir les lapins. Toute la promotion du terroir genevois et même suisse, on sent que ça vous anime. C'est aussi le cœur de ce projet que vous avez. On en était resté à l'achat d'un bus TPG. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'en est où ce projet? Bien, j'ai vu les services de l'agriculture vendredi. C'est compliqué dans le sens où
Et moi, j'ai plus le statut officiellement de paysan ou d'agriculteur parce que j'ai dû quitter pendant ces 5 ans. En même temps, c'est une entreprise familiale. Enfin, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, on a toujours bossé là-dessus. Maintenant, c'est un cousin. C'est des jeunes qui ont du matériel qui vaut énormément d'argent. Donc moi, aujourd'hui, si tout d'un coup, je veux reprendre ça à mon compte directement, il faudrait que je me rachète le matériel ou que je travaille avec son matériel, c'est-à-dire lui. Parce qu'aujourd'hui, racheter des tracteurs à 150 000 francs, parce que les miens sont déjà, il ne m'en reste plus que 2, puis ils sont très vieillissants, c'était déjà du matériel assez vieillissant. Mais au niveau des lois, ça complique, parce qu'est-ce que vous êtes associé, est-ce que vous ne l'êtes pas, est-ce que c'est votre employé, est-ce que c'est votre partenaire, est-ce que c'est votre... C'est compliqué juridiquement, parce qu'il y a des lois sur la promotion des produits du terroir qui vous permettent de faire énormément de choses, mais qui sont plus ou moins mis en opposition avec des lois qui sont souvent fédérales, voire cantonales, avec des règlements d'application, avec des mesures qui s'amoncellent et qui se contredisent les unes des autres. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver un petit peu la solution. Et puis moi, quelque part, je reprends ce statut d'agriculteur si l'idée de mon projet fonctionne. Sinon, j'ai aucun intérêt à aller travailler à 1500 francs par mois, 15 heures par jour, tout en m'endettant pour acheter du matériel qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pour autant, il y a le paradoxe de l'ancien conseiller d'État qui se rend compte de la lourdeur administrative, de la complexité. Les lourdeurs, moi je les ai combattues toute ma vie, les lourdeurs. On avait 17 personnes qui allaient voir une branche à couper, parce que quand une branche dépasse les 7 cm de diamètre, on doit aller vérifier une autorisation pour la couper. C'était de la folie. Puis après mon passage, aujourd'hui, ils sont plus que 3 ou 4 au lieu de 17 personnes pour aller voir la branche. Et puis encore, on peut encore faire plus simple. Mais vous savez, changer la couleur des tailles crayons à l'état, puis vous créez un séisme. Alors il y a ceux qui sont tout contents d'avoir des gens comme vous qui bougent. Et puis il y en a, ça les déstabilise complet, parce qu'il y a le protocole, parce qu'il y a la manière de faire. Et puis quand vous avez des gens qui sont à 2-3 ans de la retraite, ils n'ont pas vraiment toujours envie de se remettre en question. Même si derrière, il y a des petits jeunes qui appuient. Et puis le petit jeune, il sait qu'il a intérêt à se tenir à carreau, sinon peut-être qu'il ne deviendra jamais chef à la place du chef. Et il y a un pouvoir de nuisance au sein des fonctionnaires de l'État qui peut être incroyable, comme il y a un pouvoir de justement faire avancer les choses avec des gens qui ont envie de prendre le taureau par les cornes. Ça va vous paraître peut-être un peu simpliste, mais en politique, quand on veut, on peut. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est toujours dans le saupoudrage pour pouvoir calmer un petit peu les petits feux de forêt qui prennent à gauche à droite. Puis arrivera un moment, on n'aura plus assez de pompiers pour éteindre tout ça, donc ça sera l'embrasement général. Quand on voit la passion qui vous anime sur la vie de la cité, la politique, je peux pas croire que réaménager un bus TPG, ça suffise à vous remplir. Non, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui a fait 1000 choses en même temps. Ça déstabilise certains parce que c'est pas dans l'habitude et même la raison. J'ai bien vu au Conseil d'État, j'étais sur tous les fronts, tous les services me disaient « Ah, M. Bartassa, vous êtes en train de nous essouffler ». Alors c'est vrai que ça a un peu remué les choses. Et moi, j'ai toujours été dans ce rythme. J'avais mon entreprise paysagiste avec mon associé, j'avais mon entreprise familiale avec mon père. J'étais au Conseil national, en même temps j'avais des fois encore le Grand Conseil. À côté, j'étais parti du comité Festiverment, qui est maintenant un des plus grands festivals de rock à Genève. J'étais parti de beaucoup d'associations et qui, même malgré le fait que j'étais conseiller d'État, on était toujours à essayer de donner des petits coups de main. Je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir pas besoin de dormir beaucoup, donc moi si j'ai mes 6 heures, c'est presque une grosse matinée. Par contre, je peux quand j'étais dans le bus ou dans le taxi ou dans la limousine, je fermais les yeux un quart d'heure, ça me reboostait. Voilà. J'ai appris à faire un peu de sophrologie à l'époque, donc je sais m'endormir en 30 secondes et me réveiller 3 minutes après. Non, mais je dis, c'est une espèce d'état d'esprit. J'arrive encore, je fais beaucoup de sport, toujours, heureusement, sinon... Vous faites quoi de sport ? Je fais beaucoup de fitness, je fais beaucoup de marche. Je fais pas simplement de vélo, puis je vais régulièrement au fitness. J'en ai plus ou moins, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'avais aussi certaines choses au bureau. J'ai besoin de sentir porter non seulement par le cœur, les tripes et la tête, mais aussi par les muscles. C'est un état d'esprit, c'est une manière de se sentir bien dans la machine qui nous entraîne tous les jours. Quoi. Et puis en même temps, fait que vous avez arrêté de fumer ? Ça fait 5 ans que je fume juillet-août. Et décembre, parfois janvier. Vous arrêtez régulièrement. Je fume 4 mois par année, 4 mois et demi. Bon là, j'ai nouveau arrêté depuis presque 10 jours. Ça m'agace de m'imaginer que je pourrais plus jamais le faire. Parce que moi, j'adore fumer. Puis en même temps, on se rend compte que c'est pas bon pour la santé. Mais de dire ça, je ferai plus jamais,
c'est quelque chose qui me perturbe, que ça soit dans n'importe quoi. Si demain matin vous me dites, vous avez une allergie aux huîtres, vous ne pourrez plus jamais manger d'huîtres de votre vie, ça c'est les choses qui me perturbent, quoi. J'ai horreur qu'on m'impose quelque chose. Et hier, j'étais justement à ce débat sur le handicap, la manière dont les gens abordent le handicap, le défi du handicap. J'ai une fascination, vraiment le mot n'est pas trop fort, par rapport à la force que dégagent ces gens qui connaissent la maladie, le handicap. Et c'est à travers eux qu'on doit pouvoir de temps en temps se dire, arrêtons de nous plaindre, travaillons ensemble, mettons de côté toutes ces petites bagarres de clochers, puis avançons enfin sur des bases solides, parce que des choses merveilleuses à vivre sans tout le temps être obligé de se taper dessus. Et ça, je maintiens qu'au niveau politique, les choses sont beaucoup plus simples qu'on peut l'imaginer pour pouvoir y arriver. Et puis, vu quoi, moi je disais toujours, on se rassemble, on bosse en avant, ça faisait rigoler tout le monde. Mais c'est ce que disaient hier les milieux handicapés, c'est ce que disent aujourd'hui les milieux de l'écologie et de l'environnement. Comment elle s'appelle la petite jeune là Greta Thunberg. Voilà, elle a fait un discours qui était assez prenant, même si quelque part elle joue un peu son rôle, ce qui est normal, elle fait aussi de la politique quelque part. Mais elle nous a foutu une bonne fessée, quoi. Et elle a raison. Moi, cette gamine, derrière, il y a l'image, elle est peut-être manipulée, il y en a qui disent qu'elle est à moitié autiste, je m'en fous. L'image, c'est que c'est des jeunes, il y a une jeune thaïlandaise, il y a cette jeune-là, il y en a dans d'autres pays qui sont en train de nous faire la leçon, quoi. C'est nos gamins qui sont en train de nous faire la leçon. Et il faut les écouter, et c'est eux qui, à travers nous, qui doivent maintenant décider de quelle manière on doit remettre notre vie en place. Vous avez toujours la flamme. Ouais. Et je la perdrai jamais. Il y a des trucs, j'ai 40 ans dans ma tête, puis il y en a, j'ai encore 15 ans, quoi. Et pourquoi vous avez encore 15 ans? Mais quand je vais écouter un concert de rock, j'ai 15 ans. Ouais. Pendant 1h30 de temps, j'ai dans la peau de celui qui chante ou celui qui joue de la guitare, même si je saute pas sur les tables. Quand je suis avec mon gamin, je joue pas à avoir 18 ans comme lui, au contraire. Alors là, c'est mon âge, et je lui explique, et je lui dis, je t'explique, c'est pas pour t'emmerder. C'est juste pour que tu puisses gagner un peu plus de temps, puis éviter de faire certaines conneries. Puis en même temps, voir qu'ils les fassent aussi, les autres. Mais je vois à l'époque, on avait notre motoclub. On faisait d'abord du motocross, après on faisait des virilles. Dans le groupe qu'on était, on était par exemple anti-drogue, parce qu'on avait beaucoup de grands frères qui avaient eu touché les drogues dures. Moi, c'était mes cousins, mes oncles. Donc on avait banni, alors on buvait des coups, on buvait des ricards, on se prenait des caisses, c'est clair, mais on prenait pas de drogue. Mais il y en avait d'autres qui étaient un peu les babas cool du coin, qui se fumaient des joints, il y en a qui machin, il y avait l'équipe chez Chapuis qui se prenait des fixes et compagnie. Il y avait des ambiances comme ça. Si je vois mon fils aujourd'hui, ce sont des groupes de copains. Alors déjà, ils sont tous mélangés, hein. Ça va du copain africain, celui qui est musulman, pratiquant ou pas, le kosovar, le colombien, le suisse, le genevois, enfin bref. Et là-dedans, il m'a dit, il y a celui qui aime bien boire son coup, il y a celui qui aime bien fumer son joint, il y a celui qui aime bien fumer son joint et boire son coup, il y a celui qui aime bien prendre une pilule d'extra, il y a celui qui... Il m'a dit, mais tout le monde touche à tout, partout, tout le temps. Alors il y a ceux qui prennent rien, qui prennent que de la bière, ou qui prennent du Red Bull machin, et il dit, on est dans des ambiances où tout est à disposition, c'est-à-dire les tentations, les produits illicites, les manières de faire, c'est incroyable. Et je pense, dans un milieu où il y a beaucoup moins de boulot, beaucoup moins de moyens de gagner sa petite vie, faire son argent de poche, il y a des tentations qui font que quand le gamin est un peu son adolescence difficile ou des passages à faire, où il a un marché carrément ouvert à toutes les saloperies, les cochonneries, les tentations inimaginables. Et c'est peut-être plus dur pour eux d'être solides. Nous, on était éduqués à être solides. Aujourd'hui, on n'est plus éduqués à être solides. Il y a peut-être moins de tentation à l'époque où c'était différente, mais vous avez cédé à la tentation aussi. Ouais, oui, moi, écoutez, j'ai jamais été drogue. J'ai jamais essayé la cocaïne, j'ai jamais essayé ces drogues dures. Et c'est vrai qu'une fois, en Thaïlande, on m'a offert des macarons à l'herbe. J'ai vu, c'est une expérience, ça m'a fait rigoler toute la nuit, mais disons, j'ai jamais volontairement, j'ai jamais été acheter de la drogue ou quelque chose comme ça pour essayer. Alors oui, j'ai tiré de temps en temps un joint quand on avait 20 ans, puis qu'on était en Angleterre avec des copains, je sais plus, c'était en Écosse ou je sais pas où, mais c'était, occasionnel. J'ai eu mes oncles qui ont trempé dans tout ce qui était drogue
drogue dure, je les ai vus s'affaiblir, maigrir, arrêter les études. Mon oncle, on l'a pris pendant plusieurs mois à la ferme. C'est juste si on ne devait pas l'enfermer dans le KGB pour pas qu'il aille se chercher de la drogue. Il avait ses copains qui montaient, lui en donnaient, on devait les foutre dehors. Puis il n'y avait pas tous les moyens aujourd'hui, il n'y avait pas de la méthadone, il y avait un peu le Levant dont on parlait à Lausanne. Mes deux oncles s'en sont sortis. C'était une leçon aussi pour nous. Quelque part, ça nous a fait peur. Et puis je me rappelle le frère d'un copain qui me disait « il ne faut jamais toucher à ça parce que c'est beaucoup trop bon. Le jour où vous y goûterez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. » Et moi j'ai eu cette chance, j'ai toujours ressenti le besoin de garder le contrôle. Même quand je bois un verre, quand je sens que ça commence un petit peu à partir, ben là je me mets au coca et je touche plus d'alcool. Je roule pas en véhicule, j'essaie vraiment de faire très attention déjà en moto partout, de ne pas boire. Et puis quand je vais à la fête de la tomate à Carouge, ben je prends le tram parce que je sais qu'on va boire 2-3 coups de rosé. Puis tantôt ça fait du bien aussi de boire un coup de rosé avec les copains, puis de se laisser un peu aller, mais jamais à tomber, jamais. C'est l'entraînement aussi qu'on a eu depuis tout jeune. Mon père, le dimanche, quand j'avais 16 ans, avec mon frère, il disait ben voilà, il savait qu'on fumait en cachette, alors on avait droit à la Marlboro, un verre de rouge, on se mettait sur la terrasse, puis on refaisait le monde alors, en buvant un coup de rouge pour fumer une cigarette. Donc il n'y avait pas ce phénomène totalement interdit. Donc après, j'ai appris à boire en dégustant, et puis voilà, on ne buvait pas le vin au goulot, on dégustait, puis on n'avait pas l'argent pour pouvoir s'offrir tout et n'importe quoi. Donc quand on avait 20 balles, puis qu'on pouvait payer une tournée de Ricard à 2 francs dans les balles, on était tout fiers, puis on espérait que le copain d'à côté fasse la même chose, parce que sinon vous en buviez qu'un, puis pas deux, quoi. Alors on mettait beaucoup de glace dans des grands verres avec beaucoup d'eau, mais on avait ce petit goût qui nous faisait croire qu'on était des grands, quoi. Magnifique.